t'arrives là, dans un environnement pas hostile, parce que c'est pas vrai. Je pense que tout le monde a été super gentil avec moi, mais t'arrives quand même dans un environnement où est-ce que le monde, ils font comme, ben, c'est qui lui, là? Tu sais, Ouais, c'est comme, hein? C'est qui ces deux de pics-là qui viennent de nous mettre dans les pattes, là, On est hit le road et samedi soir, ne clenchons pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. Ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspasse.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu au-dessus de 245 compagnies. Côté produit, on a récemment lancé le Job Board SaaSpass. Allez sur saaspasse.com/emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles qui sont déjà listées. On est en phase bêta, donc si vous avez du feedback, écrivez-nous à bonjour@saaspasse.com. Le prochain événement Ça se passe aura lieu à Québec jeudi le 23 novembre dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, engineering, embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il y a 80 billets de dispo sur Eventbrite, sur la bannière de notre site ou en show notes. Il y a plus que la moitié déjà qui sont vendus, donc si la tendance se maintient, on va sell out celui-là aussi, alors réservez le vôtre quickly. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Geoffrey Blanc, directeur général, et Antoine Bouchard, Dev Team Lead chez Cyber Impact, une plateforme d'emailing canadienne. On touche sur le rachat de Cyber Impact par la société de placement privé Oliva Capital, les changements et défis qu'une telle transition amène, exemple, un nouveau directeur général, les défis de croissance personnelle puis d'équipe en développement web, les challenges techniques, commerciaux et légaux du emailing. Sérieux, c'est assez intéressant d'avoir en même temps Antoine, qui est un employé clé de longue date, et puis Geoffrey, qui est le brand new directeur général. Fait que belle dynamique, puis j'ai bien aimé en apprendre plus sur un SaaS de chez nous qui compétitionne dans une industrie assez corsée. Alright, on passe au promo d'abord, ensuite au show. Petit segment Grip, l'agence de SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Donc, si vous connaissez un padawan prometteur, ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello@gripgrowth.co. Fait que c'est hello@gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs, puis plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne au Customer Success. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et même chez Ça se passe. C'est de la bombe comme produit et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspasse.com/lajobdumois sans tirer. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Philippe Lehoux, cofondateur et CEO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, genre celle de janvier, écrivez-nous à bonjourhi@saaspasse.com ou mes DMs LinkedIn. OK, Spotlight partenaire. Pour novembre, le premier service SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline, ils ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions produits et commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, ils sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable, puis ils vous proposent des solutions incrémentales, le tout en vous rendant autonome. Fait qu'il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saaspasse.com/partenaire avec un S/baseline ou sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec et un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn.
Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest, épisode 41. Écoutez ça. OK, deuxième Spotlight partenaire pour novembre. Le service pour SaaS en Spotlight ici, c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PCAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS. PCAN offre d'abord un 15 000 $ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Fait que Paragon vous accompagne là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est vraiment une occasion en or d'adresser les flows et les process suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, PCAN donne accès à un 100 000 $ de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. Fait que c'est du capital vraiment intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Bloc Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser les processus d'affaires comme comptabilité, finance, gestion client, marketing, vente, opérations internes et plus encore. Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier qui est dispo dans les show notes sur saspace.com/partenaire avec un S/Paragon, P-A-R-A-G-O-N-E et sur notre channel YouTube. Pour booker un appel d'intro gratuit et rapide avec François-Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre l'histoire et la vision de François-Xavier, il est venu sur le pod comme guest, épisode 50, écoutez ça. Alright, on passe au show, let's go! Antoine, Geoffrey, bienvenue sur Ça se passe. Bonjour. François. Comment ça va de votre côté de la province? Ça va bien, ça va Ça bien. va très bien. Super. Antoine, toi, t'es dans quel bout? Moi, je suis à Terrebonne. Alright. Puis Jeff? Chine. Moi, je suis de Dorval, l'aéroport. Ok, sweet. Fait que, Antoine, tu te rappelles-tu comment on s'est connus? La première fois qu'on s'est parlé, c'était justement pour parler de l'enregistrement du podcast. On s'était fait communiquer par notre directrice au marketing. Chloé. Ouais, c'est comme ça qu'on a commencé à se jaser. Puis on s'est vu après ça en personne pour la première fois à l'événement Ça se passe chez Workleap. Exact. 100%. Fait que vous êtes un bel exemple, je pense, d'une startup que j'ai connue à travers Ça se passe. Puis ça, c'est le fun pour moi parce que ça extend mon réseau. Puis Jeff, ben, on s'est vu chez Ça se passe. Exactement. Chez Workleap, pardon. J'ai été à ton premier enregistrement à Montréal. C'est-tu le premier total ou? Ouais, à Montréal. Ouais. On avait fait 2 à Québec. C'est vraiment cool en passant. Je sais que je te l'ai déjà dit, je te le répète. Ouais. Mais en tout cas, je suis vraiment juste reconnaissant que vous soyez venus. Il y avait vraiment beaucoup de beau monde. Puis la seule affaire que je suis déçu, c'est que j'ai pas eu le temps de chiller et de parler avec tout le monde, mettons, comme j'aurais voulu. Mais on va pouvoir se reprendre, ça, c'est sûr. Fait que les boys, juste pour mettre la table un peu puis que le monde catch, vous êtes quel genre de profil, vous êtes qui? Vous venez de Cyber Impact. On va en parler de la compagnie dans pas longtemps. Mais je veux catcher vos profils. Fait que Jeff, on va commencer avec toi. Ouais. Ton background professionnel, puis là, ton titre aujourd'hui, un peu ton champ de compétences, ça ressemble à quoi, même? Oui. Donc, je vais peut-être commencer par dire je suis le directeur général de Cyber Impact depuis 4 mois. Donc, je suis très récent dans l'entreprise. Mon background professionnel, j'ai eu pendant une quinzaine d'années une entreprise de développement web avec un partner. Puis, on n'a pas vraiment survécu à la pandémie. Donc, à partir de là, je suis allé travailler dans le domaine de l'implantation en mode ERP. Mon background, c'est vraiment là, en gestion d'entreprise, mais aussi là, en gestion de projet. Là. Donc, la livraison de produits et tout ça, là, c'est ce que j'ai fait là, au courant là, des dernières années. OK, nice. Puis, Antoine? Moi, je suis développeur full stack puis team lead depuis le début de l'année que je suis team lead. Développeur depuis 8 ans chez Cyber Impact, depuis 12 ou 13 ans au total. Super. Fait que t'es resté focus sur le code pour la majorité de ta carrière. Exactement, oui. Ceux qui vont avoir la chance de voir la vidéo, t'es aussi un weightlifter. Donc, on a pu connecter un peu. Puis je suis juste un petit peu déçu d'avoir appris que pour toi, 3 plates au bench, ça faisait longtemps que c'était déjà fait, alors que moi, je viens de le faire. Mais c'est motivant. Au moins, tu l'as fait. Hein? Il y a du monde qui se rend jamais là. Okay. Yes, sir. Fait que,
Antoine, j'ai le goût, vu que toi, tu sais, ça fait un bout que tu as eu de l'exposition justement à Cyber Impact, Oui. tu nous expliques un petit peu c'est quoi. Puis ensuite, on va bouger à Jeff pour plus les chiffres, la situation actuelle, puis tout ça. Fait que, côté histoire, tout ça, parle-moi de ça, de Cyber Impact. All right. Cyber Impact, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une plateforme d'envoi de courriel marketing en mode SaaS, évidemment. Originalement, ça a été fait par la compagnie Cybergénération, qui était encore existante quand j'ai commencé à travailler pour Cyber Impact. Donc, c'était une compagnie de services qui a éventuellement développé un produit pour certains clients qui avaient des besoins particuliers pour finalement se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt à développer le produit pour éventuellement migrer vers le développement seulement du produit. Donc, il y a quelques années, j'aimerais dire 3 ou 4 ans, Cybergénération, les assets de Cybergénération ont été vendus pour qu'on se concentre uniquement à 100% sur Cyber Impact parce qu'il était rendu assez autosuffisant comme produit. Donc, ça n'a pas été un gamble de commencer sur le produit sans être sûr que ce soit viable. Donc, cool, depuis 3 ou 4 ans qu'on est 100% produit, 100% concentré sur Cyber Impact. Il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire, cette transition-là, puis c'est pas toujours facile. Puis souvent, il va y avoir en parallèle très longtemps le service et le produit ensemble, mais c'est beau de voir ce chapitre-là quand même commencer. Puis Jeff, toi, t'arrives dans quel contexte dans le business? Alors, parle-nous un peu de ça, justement. J'arrive dans un contexte je te dirais, post-acquisition, parce qu'on va en parler un petit peu après, mais tu sais, c'est une compagnie qui a été acquise par un fonds d'investissement. J'arrive dans un contexte où est-ce que j'ai un mandat vraiment de croissance, disons, on peut dire agressif. Fait que j'arrive vraiment dans ce contexte-là. OK. Mais j'arrive aussi dans un contexte d'une business quand même assez solide. Tu sais, on est 16 employés, bien départis avec différents services, solide équipe de dev, un département de service à la clientèle solide. On a un département de marketing. On vient tout juste de rentrer plus d'éléments au département des ventes. Donc, on est vraiment en train de bien se structurer, même si on est encore petite entreprise, on se structure vraiment bien là, pour soutenir une croissance agressive là, comme on veut faire. Puis, Cyber Impact, c'est une entreprise, comme je dis, qui était vraiment très solide, dans les 7 chiffres et plus. Donc, très bon chiffre d'affaires, un bon revenu, solide financièrement. Puis, on s'en est parlé un peu, là. C'est sûr que je peux pas donner nécessairement trop de détails sur les chiffres ou même de KPI, mais comme je te disais, on a le lifetime de nos clients, c'est environ 4 ans. Fait que c'est quand même vraiment bon, là. Puis après ça, la petite donnée que je peux te donner, c'est notre churn rate en bas de 2%. Je pense qu'on est aux alentours de 1,5, qui est vraiment, vraiment minime dans un marché comme le nôtre, ce qui fait en sorte que un gars comme moi qui rentre dans une business comme ça puis qui regarde comment on peut faire du growth, ben je suis pas obligé de regarder est-ce que je dois améliorer mon churn avant de passer en mode croissance. Je peux quasiment mettre ça de côté puis me dire OK, let's go. Là. On focus sur d'autres choses. C'est vraiment intéressant parce que c'est la première fois sur le podcast qu'on a une dynamique comme ça où est-ce qu'il y a une startup d'ici qui a mangé ses croûtes, qui a eu de la croissance, puis qui arrive à une fourche un peu dans son chemin, dans son destin, qui est OK, là, il y a certains challenges. Si on veut passer à la prochaine étape, une des possibilités, c'est justement une acquisition par un private equity firm. Puis ça vient avec des défis, mais ça vient avec un paquet d'avantages aussi. Fait que vous êtes dans cette transition-là, puis c'est ça qui m'intéresse au fond, moi, parce que je l'ai jamais vécu, puis j'ai pas parlé avec vraiment de gens qui l'ont vécu. Fait que ce que je veux savoir en premier, c'est qui la firme qui a acheté, quand, puis un peu pourquoi, mettons. Fait que si, Jeff, tu veux y aller là-dessus. Oui, pas de problème, mais je peux en parler. C'est sûr que j'étais pas là comme Antoine au moment de l'achat, mais la firme qui a acheté s'appelle Oliva Capital. Donc, si vous voulez aller voir, c'est une firme qui est basée à Terrebonne, qui a un pool d'entreprises assez diversifié, qui est vraiment intéressant. Ils sont dans le domaine de l'horticulture, dans le domaine des TI. Dans le domaine des TI, ils ont dans leur portfolio Logian, Inventive.
Puis ils ont aussi une compagnie là, qui s'appelle VoIP MS, qui est dans le domaine de la téléphonie IP. Puis Cyber Impact qui s'est rajouté à tout ça. Là, donc, c'est vraiment intéressant là, de voir là, comment ils ont diversifié leurs divers placements. C'est pour l'avoir vécu par le passé, puis avoir eu des business partners, puis tout ça, c'est intéressant de voir la dynamique qu'ils mettent en place. Puis on pourra peut-être en parler plus en détail là, un peu plus tard, mais ils ont une dynamique qui s'appelle un peu l'écosystème Oliva Capital qui permet vraiment une collaboration assez intense à l'interne. Là. Donc, je te donne un exemple vraiment Ouais. pas anodin, là, mais tu sais, en ce moment, avec tous les changements qu'on fait, avec la loi 25, ça, puis même moi, en rentrant dans l'entreprise, il y a certains éléments là, que j'ai dû revoir, mais j'ai accès à des avocats qui sont chez Oliva Capital, basés chez Oliva Capital, à qui que je peux communiquer en permanence puis faire progresser mes dossiers versus je l'ai connu par le passé dans mon entreprise où est-ce que fallait vraiment que tu ailles avec une firme externe puis tu sais les communications c'était un peu plus long que ça. T'es facturé à l'heure, à la minute, etc. versus là avoir un accès, avoir des conseils là au niveau juridique là, ça permet de fast-forwarder tellement de projets à l'interne. Puis t'as plein d'éléments comme ça. T'as des éléments au niveau RH, la comptabilité, etc., qui est tenu par Oliva Capital. Puis tu as aussi euh, l'implication des divers business partners à l'intérieur. Donc, moi, je collabore plus étroitement avec 2 des 5 partners là, de l'entreprise. Puis ça permet là, vraiment, encore une fois, de fast-forwarder plein de prises de décision, puis d'avoir une communication que je te dirais qui est en permanence dans le fond, là, parce que bon, on utilise Slack, mais tu sais, on est tout le temps en train de communiquer à chaque fois que j'ai des questionnements ou quoi que ce soit, surtout en ce moment, là, quand que je suis en train d'implémenter tu sais, la suite des choses, notre plan stratégique qu'on est en train de mettre en place, tout ça, là, c'est vraiment là, une dynamique que j'ai pas connue par le passé. Tu sais, comme je te disais, j'ai eu beaucoup de business partners, j'ai eu une dynamique aussi comme ça où est-ce qu'une entreprise avait acheté une portion de l'entreprise, puis t'as pas t'as pas cette relation-là, là, autant que ce que je vis aujourd'hui. Fait que ça, c'est un gros plus. Puis je te dirais que ça va être un gros élément aussi dans la suite des choses pour la croissance parce que ça te permet vraiment là d'avoir un turnaround qui est super rapide dans une prise de décision. Puis ça, c'est une plus-value là, super importante là, pour nous. Ouais, ben, ce que j'entends puis qui est intéressant, c'est cet accès-là à un pool de ressources, justement, de qualité, mais aussi l'effet réseau d'avoir d'autres entrepreneurs, d'autres compagnies qui sont en Ouais. train de construire autour de toi. Ça, c'est assez cool. Mais Antoine, j'ai le goût de revenir à toi parce que toi, tu as fait combien d'années avant l'annonce, justement, de l'acquisition par Oliva? 4 ou 5 ans à peu près. Right. Fait que Qu'on là, a, t'as une business que tu connais bien, t'as shippé du code, t'as évolué, toi, mettons, comme professionnel dans cette business-là. Puis là, un moment donné, du jour au lendemain, en fait, c'est ça que je me demande. C'est-tu du jour au lendemain? Comment ça a été annoncé dans la compagnie? Comment tu t'es senti au début? C'est vraiment intéressant ce côté-là aussi. ouais, en fait, je vais juste me reprendre sur, ça fait pas 4 ou 5 ans, 5 ou 6 ans, ça doit faire pas loin de ça, parce que c'était début 2022, je pense, l'acquisition. C'est correct, c'est pas tous les Euh, programmeurs qui sont bons en maths, man, y a pas de stress. ouais, non, c'est ça qui arrive, hein. Je t'agace. Non, quand on se l'est fait annoncer, ça a été assez soudain. Il y avait les deux copropriétaires avant qui nous ont fait venir au bureau pour nous annoncer quelque chose. Puis ça a été tout de suite, on a vendu la compagnie, on voulait le vendre à une autre compagnie québécoise. Puis ça tombe bien, ils sont juste de l'autre côté du boulevard. On n'a pas eu à bouger bien loin. Puis ça s'est fait très vite, là, on l'a su, puis le même après-midi, on s'en allait rencontrer les propriétaires d'Oliva, les partenaires, qui nous ont dit, ils se sont présentés, ils nous ont dit, notre objectif, c'est de vous aider à croître, c'est pas de changer toutes vos façons de faire. Fait que ça a été quand même très, très, très smooth comme transition. Puis au début, ils ont probablement beaucoup de choses à faire en arrière-plan, au niveau légal, au niveau finance. Donc, ça a quand même pris du temps avant qu'on commence vraiment à sentir les impacts au niveau de ce que eux autres voulaient pour le produit.
où ce qu'il voulait s'en aller puis ce qu'il voulait prioriser. Donc, ça a été une transition assez graduelle. Puis toi, mettons, avant de traverser le boulevard puis d'aller te faire annoncer ces choses-là, t'avais-tu de l'appréhension? Tu connaissais-tu Oliva Capital? T'as été comme, what the fuck is going on? Non, je connaissais pas Oliva Capital, mais ça faisait un bout que les propriétaires étaient moins impliqués dans l'entreprise. Puis je t'en as parlé aussi un peu avec ton histoire avec Snipcart, c'est que le temps que tu prépares une acquisition, ben t'as tellement de choses à faire qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois mettre moins de priorité. Fait que c'est pas mal ce qui s'est passé là. On en entendait moins parler, puis on avait moins de feedback d'eux autres jusqu'au moment où ils nous l'annoncent. Puis nice. c'était pas tant de l'appréhension, mais aussitôt qu'ils ont dit qu'ils allaient nous annoncer quelque chose, on se doutait que c'était leur retraite. Ça venait avec une acquisition. OK. Grosse nouvelle. Très grosse nouvelle. Ça me replonge dans le moment où, justement, on avait annoncé l'acquisition à ma team. C'était quand même quelque chose. Est-ce que tu as eu de l'exposition, toi, Antoine, à d'autres compagnies ou d'autres professionnels du portfolio d'Oliva Capital, ou c'est peut-être quelque chose plus loin sur la route? Oui, parce que avec puis je pense qu'on pourrait en parler éventuellement aussi, mais avec les défis techniques que les partenaires voulaient corriger dans Cyber Impact, on a eu à discuter avec des gens justement des professionnels de chez Logian, qui est une autre compagnie de l'écosystème, qui ont plus d'expérience dans certaines sphères où ce qu'on en a moins pour nous supporter là-dedans. Donc ça, c'est une autre facette de l'écosystème là, qui nous a aidé pas mal puis qui va pouvoir possiblement continuer de nous aider à l'avenir aussi. Là. C'est fascinant, man. Puis toi, Jeff, tu t'arrives là puis t'es comme le new guy, on s'entend. Tu sais, le monde, t'étais-tu là à cette annonce-là? T'es-tu arrivé après? Non, en fait, j'étais loin d'être là à cette annonce-là. OK. Je pense que officiellement, ça s'est fait en 2022. Je te dirais que je suis arrivé 1 an plus tard. Moi, je suis arrivé dans un contexte totalement différent. Je suis arrivé dans un contexte de changement de garde. Là. Le DG qui était là actuellement est parti. Puis c'est ça. Donc, c'est Oliva Capital qui sont venus me chercher pour vraiment là, prendre en charge la suite des choses. Là. Je pense que, tu sais, justement, avec le changement, le rachat d'entreprise, les choses ont été un peu plus en mode, je veux pas dire stagnation, là, mais tu sais, c'était justement juste le changement d'entreprise, la philosophie qui se plaçait, etc. Puis de revoir, tu sais, comme Antoine disait, ils sont passés aussi par un processus où est-ce qu'ils révisaient un peu tout ce qui était le volet technique, la suite des choses, tout ça. Puis c'est là où est-ce que tu sais l'entreprise elle est quand même toujours bien. Puis ça, c'est vraiment fantastique de pas arriver dans une entreprise où est-ce que tu as besoin d'éteindre les feux, là. Fait que tu arrives dans un minding que tu sais que ton objectif, c'est un objectif de croissance. Fait que tu sais, j'ai fait mes devoirs d'analyser un peu où est-ce qu'on en était, tout ça, tu sais, puis de voir justement, tu sais, oui, est-ce que c'est faisable ou pas faisable. Bon, évidemment, j'ai accepté le mandat, donc je me suis dit que c'est faisable, là. Je suis arrivé vraiment là dans ce changement de garde-là de la personne qui était en place, qui je pense ça faisait 8 ans là, ou quelque chose comme ça qu'elle était là. Je pense qu'elle n'a pas toujours été DG, mais elle a fait peut-être 2-3 années là, en tant que DG. Là, donc, tu arrives là, dans un environnement pas hostile, parce que c'est pas vrai. Je pense que tout le monde a été super gentil avec moi, mais tu arrives quand même dans un environnement où est-ce que le monde, ils font comme, ben, c'est qui lui, là? Tu sais, c'est comme, c'est qui ces deux de pique-là qui viennent de nous mettre dans les pattes, là? Fait que c'est Puis, ça, c'est... Pourquoi toi, personnellement, t'as accepté cette opportunité-là et t'as dit non, c'est ça que je veux faire pour les prochaines années de ma carrière? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as senti, mettons? Ouais? Quand tu pars ton entreprise puis tu as 22 ans puis que tu la perds dans des circonstances, puis je pense pas que le podcast a la place pour me vider le cœur, mais tu la perds dans ces circonstances où est-ce que t'aurais pas dû la perdre,
sais, quand tu dis, tu sais, faire un deuil, là, quand tu perds quelqu'un, mais quand tu perds ton entreprise, là, je, je veux pas dire que c'est Ça en est comparable, un mais deuil. ça m'a pris Mhm. énormément de temps, là. Puis, j'étais un grand, gros garçon, là, mais je peux te dire que j'en ai pleuré une shot aussi, là. Fait qu'après ça, Ouais, tu te mais relèves les manches, t'as une famille, tu t'en vas sur le marché du travail, t'acceptes de reprendre des postes qui sont plus des postes de leader, gestionnaire ou même de dirigeant mhm. d'entreprise. T'avales ta pilule, puis à un moment donné, le téléphone il sonne, puis c'est une opportunité, tu te dis, OK, c'est exactement ce que je veux revivre, là. C'est ce que je voulais revivre. OK. Fait que ça m'a parlé day one, puis après ça, tu OK. sais, je savais que je voulais faire ça. Mais je te cache pas que ça a été, ça a quand même, ben ça fait pas si longtemps que ça que je suis là. Ça a été son Ouais, c'est lot de ça, t'es défis, dedans. là. T'arrives dans une entreprise où est-ce que, t'es justement, Antoine en est le parfait exemple, là. Il y en a beaucoup de monde comme Antoine qui ont passé énormément d'années, là, Mm. chez Cyber Impact qui sont là. Toi, t'arrives du jour au lendemain, avec ton petit sac, ta boîte à lunch, là, puis t'es en train de leur dire hey, la gang, faut me suivre maintenant. Fait que Ouais. c'est tout un défi là, à vivre Puis que comment j'ai. comment t'essayes justement de les convaincre ou de les influencer justement à te suivre dans ta vision, tu sais? Ben, écoute, j'ai essayé avec des donuts, Tim Hortons, ça a marché plus ou moins. Mais tu sais, moi j'ai vraiment une attitude tu sais, c'est pas, je suis pas un beau parleur. En tout cas, peut-être qu'Antoine va dire le contraire, là, tu sais, je vais pas essayer de romancer quoi que ce soit. Moi, je suis plus Hmm. donner l'exemple. Puis tu sais, OK. je dis pas au monde de travailler 80 heures semaine, c'est vraiment pas le cas, mais tu sais, justement, quand tu travailles fort, quand t'es concerné par tout ce que tu entreprends, puis que tu prends le temps d'écouter le monde, puis que tu interviens sur la plupart des projets, tout ça. Puis tu sais, je veux dire, j'ai quand même un bon vécu, là. Pour moi, c'était pas 100% nouveau, là. Oui, le domaine du Ouais. SaaS, je l'ai pas connu autant qu'eux, ils l'ont connu, mais tu sais, ce qui est développement mise en marché, tu sais, Ouais. gestion du monde, engager du monde, tout ça, tu sais, je veux dire, j'ai tout connu ça, fait que c'était pas nouveau. Fait que pour moi, pour que le monde se rallie à ma façon de faire, à ma vision, puis c'est pas encore fini parce que je suis vraiment encore nouveau, il y a plein de choses qui s'en viennent que je vais mettre en place. C'est vraiment de démontrer que tu sais, t'es un travailleur, là, puis que t'es prêt à mettre les bouchées doubles. Je suis pas venu là pour m'asseoir dans le sofa puis Hmm. regarder le monde faire. Puis c'est vraiment pas ce que je fais, là. Fait que peut-être des fois Ouais. j'ai tendance à en prendre trop, mais tu sais, en même temps, je me dis que tu sais, c'est comme ça que je vais montrer là, ma bonne volonté pour la suite des choses. Hmm. C'est straightforward, puis c'est légitime, là. Ouais, Je vais en shipper de la valeur, je vais en faire des trucs, puis ouais. je la gagne, la confiance des gens, peut-être, en faisant ça, tu sais, justement. Souvent, mettons, des changements comme ça, un rachat par un private equity ou autre, ça vient avec des changements au niveau des RH aussi. Ouais. Vous, est-ce qu'il y a eu beaucoup de remodelage de l'équipe? Puis c'est des vraies réalités, là. Je suis pas là pour sugarcoater, là. Y a des gens qui sont partis? Est-ce que vous voulez engager des nouveaux gens? Tu sais, comment la forme de l'équipe a fluctué à travers cette transition-là? Écoute, c'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai parlé de ça avec quelqu'un cette semaine, puis j'ai dit la dernière fois que si je rentre dans une autre entreprise, que je dis au monde que je veux pas toucher au staffing ou quoi que ce soit, je pense que il faut être 100% honnête. Initialement, j'avais dit, tu sais, que ça me semblait être correct puis qu'on devrait pas toucher au staffing, mais plus tu rentres, Hmm. plus tu commences à te mettre les mains à la pâte puis à regarder vraiment tout ce qui se passe. La réalité des choses, c'est qu'il faut que tu fasses des changements puis ça Hmm. touche le côté Mhm. humain, c'est vraiment pas agréable. Mais tu sais, Ouais. autant puis ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi tu as accepté cette job-là. Puis initialement, les partenaires d'Oliva Capital me l'avaient demandé aussi, tu sais, pourquoi on te choisirait. Puis moi, je leur ai répondu par la simple phrase en leur disant, ben parce que les erreurs, je les ai faites dans le passé. Aujourd'hui, je sais où est-ce que je m'en vais. Tu sais, OK. toutes les erreurs, je les ai faites dans ma business avant, tout ça. Tu sais, j'avais déjà ma vision, puis tout pour le restant. Puis quand je suis rentré justement en poste de DG, je voulais pas vraiment faire de changement, mais tu sais, à l'intérieur de 3, 4 mois, oui, on a dû laisser aller du monde. On a réengagé du monde. Vraiment, on a été vraiment très chanceux on a pu trouver aussi Ouais. rapidement.
Ouais, Puis vraiment. il y a des changements comme ça qui sont inévitables. T'as un changement de garde. Puis je pensais justement à ça cette semaine où est-ce que tu sais, tu te dis des fois, ah, pourquoi est-ce que le nouveau DG d'une équipe sportive, tu sais, il amène du monde, tu sais, de son entourage, de confiance, etc. Mais c'est exactement pour ça, tu as un changement de philosophie, tu as besoin oui, de l'équipe de te rallier à ta vision puis ce que tu veux amener, mais tu as aussi besoin d'amener des gens qui ont la même vision que toi puis qui vont te supporter dans le futur aussi. Là. C'est des beaux, c'est des gros défis. C'est vraiment intéressant d'en entendre parler. Vas-y, Antoine. Si je peux ajouter un peu là-dessus, là, juste de mentionner aussi que il dit, tu sais, faut que tu rallies les gens à ta vision. Je pense que quelque chose que jusqu'à maintenant, Jeffrey a bien fait depuis qu'il est là, c'est de montrer qu'il y a une vision, mais de s'assurer aussi de montrer qu'il y a pas il s'invente pas une vision qui a aucun bon sens. Moi, je vois ça comme ça pour ces raisons-là. C'est de faire comprendre aux gens ta vision, puis de faire comprendre pourquoi elle est mieux que la vision qu'il y avait avant. Ouais. C'est ça qui va faire que les gens vont rapidement te faire confiance quand tu commences quand tu rentres dans une entreprise comme DG, puis que justement, tu vas avoir des grosses décisions à prendre. Il faut que les décisions, les gens les comprennent, puis que tu leur définisses bien les raisons pour lesquelles tu les prends. Là. Absolument. Makes sense. Ouais, puis Écoute, tu sais, si je peux rajouter à ça, là, ça va être le segment genre plugger Cyber Impact, mais le vas-y. produit, le produit puis l'équipe est vraiment hot. Tu sais, ça, c'est un autre gros plus de Nice. pourquoi que je l'ai accepté, c'est parce que j'y crois. Oui, on n'est peut-être pas Mailchimp, puis on va se le dire, c'est la réalité, mais on a tellement d'autres éléments qui font de nous une bonne entreprise québécoise, canadienne, que tu sais, on n'a pas besoin d'être Mailchimp demain. Tu sais, on 100%. est le produit puis l'équipe est vraiment hot. Là. Ça, c'est une des raisons. Fait que tu sais, c'est plus facile, encore une fois, de travailler avec ça parce que des fois, tu vas incorporer une entreprise puis tu vas te dire, Colin, on a tellement de travail à faire pour avant d'arriver à marketer quelque chose ou tu sais, je t'ai dit, on a engagé Ouais. une équipe de vente. T'imagines engager des vendeurs puis une équipe à structurer puis aller vendre un produit qui tient pas à route, tu sais, ça serait la Ouais. pire chose à faire. Mais aujourd'hui, je suis même pas gêné. Là. Tu sais, c'est comme Nice. c'est ça qu'il y a de vraiment génial avec ce business-là, c'est que, tu sais, le produit, tu sais, c'est ça, c'est un diamant qui reste à polir, mais on s'en va vers ça. Je suis vraiment pas inquiet, moi. Puis parlant de polir le diamant, justement, même avant que tu joignes Jeff, moi puis Antoine, on a eu des discussions, tu sais, par rapport à comment ça allait le produit, où est-ce qu'il était rendu, puis Antoine, tu me parlais du fait que, justement, c'est toujours en amélioration, là, un SaaS, là, puis ça fait partie de la game. Vous travaillez sur une refonte progressive du codebase, du UI. Comment ça va, cette partie-là? Puis est-ce que c'est difficile de balancer ça avec tes tâches plus quotidiennes ou quoi que ce soit? En fait, je te dirais plus que ça fait partie jusqu'à un certain point des tâches quotidiennes, Bien dit, dans le ouais, ok. sens où, tu sais, Cyber Impact, ça fait, tu sais, le produit a été commencé il y a 15 ans, fait qu'il y a encore beaucoup de code legacy en arrière, ça C'est utilise sûr. encore les vieilles technologies, là, je veux dire, on est Ouais. sur PHP 8, on n'est pas sur PHP 5, là, on continue de le garder à jour, mais ça reste que c'est encore sur PHP avec un Je front-end comprends. qui utilise jQuery. Tu verras pas aujourd'hui une startup qui commence avec ce set de technologie-là. Ou rarement, du moins. Ouais, Donc, mais tu sais, dude, je te mais disais la quantité de temps avant qu'on drop jQuery dans Snapcart, là, ouais, c'est ça. Mais c'était c'est parce que long encore. faire une refonte au complet, ce serait le fun, mais c'est long et ça apporte pas de valeur au client. Bien Donc, dit. je veux dire, ce qu'on se retrouve à faire, c'est à migrer vers React tranquillement, en Nice. ayant des nouvelles features qu'on développe en étant des projets React séparés qui pourraient Ok. rouler indépendamment puis qui sont intégrés à Cyber Impact morceau par morceau, Nice. avec comme objectif éventuellement d'avoir une structure qui a été complètement refaite, auquel point on pourra voir à refaire tout ce qui est back-end. Là. C'est Mais comme, tu sais, là, la métaphore, là, avec genre le gars qui part en bateau, puis là, il remplace une planche à la fois, puis il est rendu de l'autre bord, le monde dit c'est-tu le même bateau? Ça me ouais, il n'y a plus les mêmes morceaux, mais il est encore Euh, pareil. mais d'autres, ça Ouais. me rappelle vraiment les moments de Snipcart où est-ce qu'on a vécu des choses super similaires, où est-ce que, bon, là, de façon incrémentale, des nouveaux screens étaient en Vue.js au lieu d'être le vieux framework JavaScript qu'on avait, que je me rappelle plus c'est quoi.
Puis éventuellement, tu vois la plateforme se moderniser, mais c'est très incrémental. Puis de tempérer tes ambitions, justement, de code clean ou de framework cool puis nouveau avec les réalités d'affaires de ta business, c'est toujours un défi. Ouais. Puis ça aussi, c'est... puis là, tu sais, on parle de refonte de tout ce qui est UI, puis l'application, là, mais il y a tout ce qui est en arrière-plan aussi, là. Toute l'infrastructure, on a toujours roulé sur nos propres serveurs avec des bases de données SQL Server. Ça fait des licences qui coûtent cher parce qu'on a une base de données par client. Puis ça devient dur aussi de définir un plan de relance, plan de reprise en cas de disaster pour faire du disaster recovery. Donc, ça, c'est quelque chose que l'IVA a apporté aussi, là, nous pousser puis nous donner l'opportunité de migrer vers Docker pour être capable d'améliorer toute notre architecture aussi, parce que en ayant plus de clients, en ayant plus de bases de données, on a plus de trafic, on a besoin d'être capable de scaler l'architecture. Fait que ça aussi, il faut que ça se fasse en même temps, puis on n'a pas une grosse équipe pour le faire, fait que ça n'a pas le choix d'être assez graduel. Là. Mais c'est ça que j'aime dans les histoires où il y a un capital nouveau ou frais qui rentre dans une compagnie, c'est que souvent, oui, il y a des changements au niveau de la direction, le cap table va être remanié, etc., mais dans ta réalité de contributeur individuel, ça peut unlock beaucoup de potentiel puis de ressources que tu n'avais pas nécessairement avant. Ça peut être bien cadré, ça peut être fucking motivant. Puis, en tout cas, encore une fois, nous, quand on a été acheté par Douda, ben, les salaires ont augmenté, les bénéfices ont augmenté, puis tout ça, puis c'est comme un wow, ok, ça fait du bien là, pour le team de la staff qui était vraiment bootstrap, mettons, là, depuis les dernières années. Tu gères une équipe de dev, Antoine, puis Jeff, t'en as géré une. Fait que je vais commencer par Jeff. Jeff, qu'est-ce que tu trouves le plus facile ou le plus tough ou le plus fun à propos, mettons, de gérer une équipe de dev? Je pense que le plus tough, c'est les devs en général. Là. Ça, c'est clair et net. Les humains, disons. Le plus tough, ben, je te dirais que ce que j'ai vu par le passé, le plus difficile, c'est, puis je vais le dire straight de même, c'est se faire respecter. Puis c'est pas une question ils respectent pas, là, mais quand tu as un gestionnaire de projet dans une équipe de dev, justement, c'est le gestionnaire de projet, c'est le policier, là, c'est le shérif, tu sais, puis se faire respecter par une équipe de dev, c'est vraiment très difficile. Mais quand tu réussis à passer ce créneau-là, puis ton équipe de dev te respecte dans le sens où, oui, tu les pousses pour qu'ils arrivent dans l'échéancier, mais en même temps, tu les écoutes quand il y a des contraintes. Quand tu faces un client, tu es là pour les défendre. Quand tu commences à prendre toutes ces positions-là, puis à être là pour ton équipe, mais en même temps pour le client, mais c'est là où est-ce que tu commences vraiment là, à avoir une solide relation avec les équipes de dev. Puis ça, c'est toujours ce que j'ai réussi à faire par le passé. Puis chez Cyber Impact, je pense que c'est déjà là. Ben, les gars sont vraiment cool. Là. C'est vraiment pas une question de ça. Chez Cyber Impact, le défi qu'il y a actuellement pour l'équipe de dev, c'est cette transition au niveau de la gestion de projet qu'on est en train de faire. Puis celle-là, elle va s'en venir, elle va venir s'implanter. On va faire une transition complète où est-ce qu'on va vraiment là, runner là, te donner un exemple, on va changer des outils. Il y a beaucoup d'éléments en ce moment qui sont dans Trello. Ouais. Il n'est pas nécessairement le bon outil de gestion de projet. Donc là, on s'en va vers Jira pour vraiment se structurer, mettre en place notre backlog pour les différentes équipes. Après ça, établir ton roadmap de produits, voir la vélocité des équipes, établir les différents sprints, mettre toute cette méthodologie-là en place. Ça, c'est ce qui va amener là, à pouvoir mieux collaborer puis avoir cette relation de gestionnaire de projet avec l'équipe des devs qui va s'établir puis tu vas réussir à établir un trust. Là. Puis Antoine, toi, t'as pas toujours géré une équipe, right? Ton rôle plus lead, c'est dans les dernières années, c'est ça? En fait, ouais, mais officiellement, je suis team lead depuis le mois de janvier de cette année. OK. Puis avant ça, pendant le temps du COVID, puis pendant les quelques dernières années, on était juste 3 développeurs. On a été 5 à un certain point, on est descendu à 3. Puis la raison pour laquelle j'ai été nommé team lead au début de l'année, c'était principalement parce qu'on voulait justement agrandir l'équipe de dev. Puis on voulait avoir quelqu'un sur qui il était capable de se fier pour tout ce qui était installation, onboarding, le support, le mentorship.
Donc, ça a pas mal été ça que j'ai fait depuis le début de l'année. T'as-tu trouvé ça tough d'inclure des humains dans ton workload puis pas juste du code qui roule? Je te dirais qu'il y a pas mal moins de code qu'il y en a déjà eu dans mon workload. Malheureusement, ça vient avec. Mais je te dirais que ce qui est difficile, c'est justement en ayant été longtemps à pas avoir beaucoup de programmeurs, pas beaucoup de roulement. On a quand même une grosse infrastructure au niveau de nos environnements de développement. Le plus dur, c'est de développer un onboarding qui va être suffisant, qui va pas être overwhelming, puis qui va... parce que on est tous des full stack. Ok, on nice. Est, cool. je pense que c'est Joe Léveillé qui avait dit ça à un moment donné dans son podcast. Là, il parlait d'équipe commando, là, où ce que tout le monde touche un peu à tout. Là. Ben, en étant une petite équipe, c'est pas mal ça qu'on cherche. Cool. Fait que c'est de les faire rentrer, puis rapidement les faire toucher à toutes, mais il y en a beaucoup à toucher. Fait que le plus difficile, c'est de s'assurer d'avoir un bon rythme où ils vont être capables de devenir efficaces rapidement, sans qu'après un mois, ils aient envie de partir parce que c'est trop pour eux. Là. Ouais. Non, c'est une balance qui est vraiment difficile. Nous autres, à Xnip, man, c'était comme... On designait un process vraiment basic puis lean. On faisait rentrer une personne. On lui disait carrément, bon, ben là, dis-nous ce qui chie dans le process. On en améliorait une ou deux affaires dans l'autre, puis on essaie d'améliorer de shot en shot. Mais ouais. Mais c'est des beaux défis, tu sais. Ça veut dire que l'équipe grandit, tu sais, qu'ils vont avoir plus de bandes passantes, quand même. Tu sais, je te dirais, là, ça fait 2 semaines et demie que j'ai 2 nouveaux développeurs que je suis en train d'onboarder. Puis j'en ai eu 3 onboardés à part ces 2-là depuis le début de l'année. Puis je veux dire, le premier processus d'onboarding au début de l'année, il était pas évident. Là. C'est ça. Fait que c'est de l'amélioration itérative. Là. J'ose espérer que quand on va rengager, je vais être capable de l'améliorer encore plus. Puis, mais surtout qu'en ayant une plus grosse équipe, on ait des programmeurs moins commandos qui n'ont pas besoin de tout comprendre du premier coup. Là. Ouais. Mais c'est super une autre difficulté aussi, on a engagé 2 programmeurs, mais il y en a un qui parle pas français. Okay. Là, c'est soit faire un onboarding bilingue ou un onboarding espérer qu'il y en ait un des deux qui est bilingue puis qui parle anglais aussi. Hein? Absolument. Mais les beaux défis, man, c'est les growing pains. Puis parlant de growing pains, justement, Jeff, mettons, si t'avais à simplifier ou vulgariser les challenges de croissance que Cyber Impact vit en ce moment, c'est où les areas, les sphères que tu as envie de taper le clou puis que ça bouge, tu sais? Ben, j'ai quasiment le goût de la retourner à Antoine, celle-là, mais les challenges de croissance vont vraiment venir. En fait, il y a plusieurs items. Il y a l'item de l'évolution du produit. Parce que tu peux voir à vouloir croître, mais il faut s'assurer que notre produit aussi est en train de croître, puis est en train d'évoluer, puis qu'on est en train de rajouter des features qui vont être pertinentes pour le marché. Fait que ça, c'est vraiment un gros challenge. Ce qu'Antoine est en train de faire en ce moment, c'est super, tu sais, vraiment de bien former, bien leader les nouveaux pour nous permettre justement là, de livrer de plus en plus de features puis d'améliorer le produit pour venir supporter le restant de la croissance. Après ça, la croissance, le challenge que j'ai, c'est de sortir le produit et l'équipe, même si on l'est déjà à l'extérieur du Québec. Puis Gotcha. nous autres, tu sais, notre défi, c'est un peu ça, là. On parlait, justement, Antoine parlait là, on a un des devs qui parle seulement anglais, mais au Québec, c'est un des défis qu'on a souvent là, de devoir justement tenir compte du bilinguisme dans toutes les sphères possibles, autant dans les ressources humaines que dans le produit, que dans quand tu veux exporter, aller en croissance en vente. Donc ça, c'est un challenge qu'on a. On est très fort au Québec. On est un peu moins fort au Canada. Donc là, le challenge, c'est vraiment là, d'aller exporter notre produit, puis de lever notre petit flag québécois, puis de dire qu'on est un produit québécois-canadien là, qui répond à la demande. Parce que une des affaires qu'on a remarqué, c'est que tu vas au Québec, Cyber Impact va sortir dans la bouche des gens. C'est pas un enjeu, mais tu vas dans le marché canadien, ils vont tout dire Mailchimp. Fait que, tu sais, ils sont vraiment très, très, très vendus là-dedans. Puis pour avoir parlé, excuse-moi, avec certains clients à l'extérieur ou même du monde, c'est qu'on commence à approcher.
Ils sont comme, OK, je savais pas qu'il y avait d'autres solutions qui sont canadiennes, puis il y en a d'autres, là, OK? Il y a pas juste nous, là. Je veux pas dire qu'on est les seuls qui existent. Mais les gens sont vraiment très axés vers Mailchimp. Fait que dans le challenge de croissance, ça va être vraiment d'aller affronter un géant, c'est le cas de le dire, avec une grosse différence de feature puis tout ça, mais de démontrer qu'on est quand même ultra compétitif en termes ne serait-ce que de pricing, que de service à la clientèle, que de Eh oui. facilité d'utilisation du produit, etc., puis de pouvoir mieux répondre à la demande de certains domaines comme les unités gouvernementales, puis OK, intéressant. tout le restant, là, tu sais, dans ce challenge de croissance-là, tu sais, dans le fond, je vais juste faire une parenthèse. Admettons, tu t'en vas en vente, tu représentes un produit, puis tout ce que tu fais quand tu représentes ton produit, c'est de dire, ah, mais la compétition fait ci, la compétition fait ça. Tu sais, virer ça de l'autre bord en disant, mais notre produit, il est bon là, 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 puis c'est ça que je vais aller vanter pour essayer vraiment là, de mettre mon Mhm. argumentaire puis de le positionner aussi. Tu sais, Cyber Impact n'est pas nécessairement positionné dans un domaine, mais on le sait qu'on est plus fort dans certains domaines. Fait que, tu sais, Ouais, comme c'est ouais. peut-être pas utile de trop affronter, donner un exemple, mettons les sites e-commerce versus aller affronter Ouais. une unité qui est le gouvernement ou un département, une école ou quoi que ce soit, ben c'est vraiment un gros créneau pour nous, ben tu sais, on va aller dans ce domaine-là. Là. Donc c'est vraiment ça là, qui représente nos défis. Puis après ça, en termes de défis de croissance, ça va être de voir aussi comment qu'on va scaler à l'interne parce que il y a à peu près tous les départements qui peuvent scaler. Le département de développement, le département de service à la clientèle, le département de vente. On a notre Mhm. programme aussi d'affiliate, on peut appeler affiliate marketing, qui est très fort Mhm. là-dedans. Donc ça aussi, pour nous autres, là, c'est tous des challenges. C'est qu'est-ce qu'on va ajouter comme prochaine position à l'intérieur de l'entreprise. Il y a beaucoup de ce que tu dis qui me fait penser. Ben, il y a deux choses auxquelles je réponds. Premièrement, il y a je parle avec de plus en plus de compagnies québécoises SaaS qui vivent ce point d'inflexion-là dans leur croissance. Ou est-ce que, OK, nous, à cause de notre présence au Québec, de notre compréhension des enjeux culturels, linguistiques, légaux, spécifiques à notre marché, ça a été facile d'avoir notre première phase de croissance localement dans ce marché-là. Et puis là, par contre, on est un SaaS, là, on dirait, il n'y a pas de frontières sur le code. Là. Ça roule partout, Internet. Fait on est rendu à croître ailleurs. Et puis là, oh shit, là la game de positionnement puis de compétition apprend une coche. Puis c'est fascinant de voir toutes les équipes qui vivent ça. Puis tu sais, on a une agence SEO là, qu'on a starté nous autres de notre Ouais. côté, puis on fait un pitch à un client bientôt, justement. Ben, ça va être fait là, le temps que ça sorte, mais ils sont drettes là aussi. Est-ce que, OK, Québec, c'est bientôt saturé, mais Jesus Christ, il y a des bons défis tu sais, pour la suite. Comment on attaque Ouais. ça au niveau de l'acquisition? Fait que ça, c'est super intéressant de voir ce pattern-là revenir dans les entrevues puis mes rencontres. L'autre chose, c'est, nous, avec Snipcart, on était dans le domaine du e-commerce. Le e-commerce software, c'est une énorme tarte. Puis on avait juste besoin d'une petite pointe pour être une Ouais. belle business qui croit, mettons, à une bonne vitesse, puis whatever. Vous avez de quoi de similaire aussi? Ou est-ce que, tu sais, Cyber Impact, c'est dans l'email. On s'entend que c'est un gros market, l'email. Ouais. Tout le monde Red en envoie. Ocean. Oui, par contre, si tu réussis à tailler exactement ta place dont tu as besoin, on s'en fout qu'il existe des MailChimp. Au même titre que nous autres, on s'en foutait qu'il existe des Shopify parce que quand tu cibles les bonnes personnes qui ont des pain points spécifiques que ta solution exactement répond, ben là, sky's the limit, tu sais, par rapport à cette pointe-là. Fait que c'est C'est vraiment intéressant. c'est un excellent point. Je veux dire, tu sais, comme donner l'exemple le plus facile, le gouvernement québécois nous a facilité un peu la job. Ben, je vais pas dire facilité parce que on va en parler après, mais comment qu'il nous a complexifié notre vie, mais en même temps qu'il nous a facilité dans le sens où en nous mettant la loi 25, puis en demandant aux entreprises, tu sais, de commencer à regarder de plus en plus, à sauvegarder leurs données sur un territoire canadien, tout ça, mais tu sais, tu viens de nous donner du poids à plus facilement vendre versus, mettons, un MailChimp qui fait pas de hosting au Canada. Tu sais, c'est comme... fait que Est-ce que, pour les auditeurs qui sont pas familiers, là, est-ce que vous pourriez expliquer la loi 25 grossièrement? Mettons?
François, excuse, Antoine, tu veux-tu l'expliquer Non, ou? pas moi. La loi 25, aussi appelée loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. All right. Je me suis pris une petite note en sachant qu'on en parlerait. C'est quand même gros. Ça inclut beaucoup de points en lien justement avec la protection des renseignements personnels puis le contrôle que les utilisateurs ont sur ces renseignements-là. Tu vas recevoir probablement plein de courriels de compagnies québécoises qui updatent leur politique de confidentialité en lien avec ça. Je te dirais, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler en profondeur. Là, Pas parce besoin que d'aller en même les. profondeur, inquiète-toi pas. Non, c'est ça, mais parce que même les avocats en ce Ouais. moment, ils ont de la difficulté à savoir exactement ce que le gouvernement veut, parce que même dans sa législation, le gouvernement, c'est moyen que ce qu'il veut. En fait, si tu Mais veux si tu veux le résumer, là, vraiment, c'est du côté, mettons, compagnie, côté personnel, côté usager, monsieur, madame, tout le monde, c'est qu'ils veulent vraiment s'assurer que, justement, monsieur, madame, tout le monde ait un meilleur contrôle ou une possibilité de justement ne pas donner autant de renseignements sur la personne ou d'être capable d'identifier ces gens-là. Ouais. Donc ça, c'est le volet que je te dirais un peu plus usagé. Côté compagnie, c'est vraiment une grosse sensibilisation à où est-ce que tu stores tes données, qu'est-ce que tu en fais, comment tu le contrôles. Parce que, tu sais, ça, on n'y pense vraiment pas souvent, mais c'est exactement ce que, tu sais, je vais prendre l'exemple de Mailchimp, mais Mailchimp, si tu as un compte avec eux puis que tu stores toutes tes données, puis c'est pas juste, on parle pas ici juste de, mettons, un nom, un email, là, tu peux avoir 12 000 champs puis ils mettent des données très personnelles. Tout ça, c'est basé aux États-Unis. Mais tu sais, ce que le gouvernement veut être sûr qu'on a un contrôle là-dessus puis qu'on est capable de rapatrier toute cette information-là sur le territoire canadien. Maintenant, après ça, au niveau légal, je pense que ça va devenir obligatoire pour pas toutes les entreprises. Je pense que les entreprises privées, puis là-dessus, là, peut-être que je me trompe, là, donc ne me Ben, quotez en pas fait, c'est là-dessus, là, mais tu sais, c'est vraiment là d'obliger au moins les unités gouvernementales à rapatrier l'information ici ou sinon de s'assurer de comment que l'information est storée, est-ce qu'elle est partagée. Tu sais, des fois, tu vas storer ton information quelque part, mais tu le sais pas parce que personne ne lit les fine print. Mais dans les fine print, ça disait qu'ils pouvaient utiliser ton information comme ils veulent, aller la revendre à n'importe quelle entité marketing ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment là ce qu'elle essaie de faire. écoute, en fait, en ce moment, c'est le moment du podcast où tout le monde qui est encore PTSD de GDPR en 2018 sont partis en courant, genre. Mais non, mais c'est super intéressant, puis c'est que les vents un peu de régulation, de réglementation, ça peut souffler des deux bords, right? Ça peut te souffler en Ouais. face, ça peut te souffler dans le dos. Puis ça dépend où tu te positionnes, comment tu adaptes. Fait que ça va être intéressant de voir justement comment vous vous assurez que ça vous souffle dans le dos d'une certaine manière. Le courriel, c'est pas nécessairement le protocole le plus récent puis sain d'esprit. Pour connaître des programmeurs qui ont travaillé dans le courriel, c'est pas nécessairement tout le temps simple. Y a-tu, à part les contraintes légales, y a-tu des contraintes techniques? Vous, beaucoup de votre valeur est livrée à travers de la livraison de courriel, justement. Tu sais. Fait que, Antoine, y a-tu des contraintes techniques au niveau de la délivrabilité ou quoi que ce soit qui sont intéressantes à partager de ton point de vue? Oui, certainement. Une des affaires que beaucoup de programmeurs vont penser avec le courriel, là, je veux dire, tous les programmeurs vont avoir fait un formulaire de contact sur le site d'un client qui envoie un courriel dans ta boîte. Mais quand on parle d'envoyer 250 000 courriels en dedans d'une journée, puis qu'il y en a la moitié là-dedans qui se ramassent chez Microsoft, tu vas tout le temps avoir ces plateformes-là, Microsoft, Outlook, Gmail, ils vont tous essayer de te considérer comme du spam constamment. Là. Ils ont des robots qui checkent ton contenu, puis là, ils s'assurent que les headers soient tout le temps soient les bons, vérification d'identité. Donc, évidemment, quand tu fais du courriel massif comme ça,
Faut toujours que tu t'assures que les serveurs desquels tu envoies tes courriels, ce soit des serveurs qui sont safe, qui sont bien identifiés sur les réseaux, qui ont énormément d'adresses IP aussi différentes, parce que si une seule adresse IP envoie 50 000 courriels, l'adresse IP se fait bloquer par puis il n'y a plus un courriel qui sort, là. Fait que t'as beaucoup d'adresses IP qui se partagent le load. C'est des choses que tu dois... C'est pas juste, je développe des systèmes qui me permettent de bien nailer mes headers et avoir une bonne délivrabilité, set and forget. C'est sûrement des choses que tu dois monitorer constamment. Probablement que les Gmail Outlook de ce monde, ils update leurs policies de what's a spam, qu'est-ce qui est pas... Je sais pas, fait que ça fait partie de votre quotidien là, dans votre équipe de devs. Oui, puis il y a quelque chose qui est le fun, au moins, c'est que quand un courriel se rend pas parce qu'on est blacklisté ou que peu importe la raison, il est considéré comme du spam, souvent un serveur de courriel va nous renvoyer un warning. Cette adresse IP-là, on veut pas recevoir de courriel d'IP de cette adresse-là. Fait que là, on a des rapports qui nous disent que les adresses IP ont été blacklistées, combien de fois, puis là, on a souvent du traitement manuel à faire sur les plateformes de partenaires de Microsoft, de Google, pour dire « Hey, notre serveur, il est safe. C'était un cas d'exception, parce que on a beau faire des vérifications, il va toujours avoir des comptes qui vont s'ouvrir pour essayer d'envoyer du vrai spam. Fait que, c'est ceux-là, il faut qu'on s'en protège. Fait que là, il faut qu'on ait des systèmes aussi pour essayer de détecter au plus possible qui envoie du spam, pour protéger la réputation des adresses IP et de nos serveurs d'envoi. Fait que oui, il y a une grosse job en arrière-plan de tout s'assurer que le système, puis pas juste ça, mais oui, on reçoit des warnings quand nos IP sont bloqués, mais faut pas que ça reste bloqué longtemps. Fait que là, il faut que quand une adresse se fasse bloquer, on ait un système qui dise commence à envoyer les courriels par ces adresses IP-là à la place pour que ça continue de délivrer, puis on va régler le problème des autres après. Que c'est pas simple. C'est pas simple. Tout le monde est contre toi. Quand tu envoies du courriel marketing, tout le monde est contre toi parce que tous les logiciels de courriel gratuits, publics, leur objectif, c'est de tasser le spam. Même si c'est pas tout le temps du spam, là, je veux dire, c'est ça que les lois essayent de faire, justement, c'est que le monde à qui tu envoies des courriels, c'est des gens qui veulent recevoir tes courriels. Donc, en théorie, tu devrais envoyer des courriels à des gens qui veulent les recevoir puis qui t'ont donné leur consentement à les recevoir. Mais ça, les Gmail et les Hotmail de ce monde ne le savent pas tous que tu as donné ton consentement. Fait que quand ils décident de venir après toi, ils viennent après toi. Puis, c'est vraiment intéressant, défi. Je pense que c'est ce qui est vraiment le fun, puis ça va être mon deuxième segment pro Cyber Impact, mais quand tu regardes mettons notre pricing list sur le site, puis que tu regardes qu'est-ce qu'il y a comme feature, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur tout le travail qui est fait en arrière, puis ce que Antoine il dit, la sécurité, comment qu'on qualifie chaque personne qui s'inscrit sur le site, comment qu'on la monitore, comment on check nos adresses IP, comment qu'on prend soin de tout ça, ça a tellement une plus-value que, tu sais, en bout de ligne, tu sais, venir chez Cyber Impact, tu sais, c'est ultra safe, puis c'est pourquoi qu'il y a beaucoup d'institutions gouvernementales qui viennent avec nous, ou de municipalités ou de villes, tu sais, justement, ou même d'écoles, parce qu'on a cette structure-là en place qui fait en sorte qu'on est vraiment là, bien gearé là, pour s'assurer qu'on offre un outil de mass mailing, mais en même temps, il est pas juste... tu sais, tu penses outil de mass mailing, c'est comme, OK, tu fais du spam, mais non, c'est vraiment là super bien encadré avec des entreprises qui l'utilisent là, de la bonne façon. Là. Puis, on a mentionné 2-3 fois le nom MailChimp, puis même si MailChimp, leur brand se positionne comme un petit singe ludique, on s'entend que dans le monde du email, c'est un gros crise de gorille. Puis ça vient avec du bon puis du moins bon. Question que sûrement que les gens qui écoutent vont se poser, si vous avez à différencier contre MailChimp, soit pour des clients québécois, canadiens ou dans une verticale particulière, mais comment vous amenez un peu ce positionnement-là? Je te dirais que considérant le public qu'on touche en ce moment, c'est-à-dire principalement les Québécois, puis on veut s'étendre au Canada, là, mais ça compte aussi, mais un des gros enjeux que les gens ont
dans les plus petites compagnies, c'est le besoin de support. Ça, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'emphase, c'est notre service à la clientèle. Nice. C'est la possibilité d'avoir tout le temps quelqu'un que tu es capable d'appeler pour avoir, que ce soit du support dans l'application ou pour préparer ton mailing, faire l'envoi, comprendre tes statistiques. Tu essaies d'appeler chez MailChimp, ça, tu n'auras pas quelqu'un qui va passer 1h30 au téléphone avec toi pour te faire comprendre tout ça. Puis encore une fois, je veux dire, on revient aux lois, là. L'avantage qu'on a au Québec puis au Canada, c'est justement l'emphase qu'on met sur les lois qui nous touchent principalement. Entre autres, la loi 25, là, je sais pas si on l'a mentionné tantôt, mais c'est une loi provinciale. C'est une loi du Québec, c'est pas fédéral, c'est pas canadien, c'est juste au Québec. Fait que là, il faut qu'on s'assure que nos clients au Québec soient grillés pour être capables de subvenir à ce qu'ils ont besoin de faire avec cette loi-là. Pour des gros comme MailChimp, la loi 25, ce ne sera pas une priorité. Puis il faut penser que les autres provinces à travers le Canada nous regardent aussi. Là. Justement, la loi 25, elle a ses contraintes puis tout ça, mais elle amène une certaine rigueur au niveau justement de comment que la donnée puis l'information personnelle va être traitée. Puis ces provinces-là nous regardent quand même, puis je suis pas trop inquiet que ça va se propager à travers le Canada, que toutes les provinces vont finir par prendre une loi dans ce style-là, ce qui va nous donner un avantage. Puis après ça, ben, tu sais, les éléments différenciateurs, comme Antoine a dit, notre service à la clientèle, c'est vraiment ce qu'on veut vraiment pousser de plus, puis la simplicité d'utilisation de la plateforme. À un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Là. Je pense que notre plateforme, justement, elle offre exactement ce que les gens ont besoin, puis elle permet aux gens de faire ce qu'ils ont besoin de faire rapidement, là, sans trop se perdre justement dans une playlist de features. Ouais, les gros comme MailChimp et HubSpot, c'est le fun quand tu as besoin d'énormément de produits. Mais c'est ça. À un moment donné, ça devient tellement gros que tu te perds dans le pricing, tu te perds dans l'interface, à plus savoir qu'est-ce qui est quoi exactement. Intercom, d'autres, ça m'a fait ça, moi. Genre... J'aime beaucoup. J'ai lu l'article, là, un article qui parlait là, de Canva, qui est une alternative à Photoshop, que le monde préfère utiliser justement parce que le prix est pas bloaté pour plein de fonctionnalités que tu te serviras jamais. Tu vas payer pas mal moins cher pour Canva, mais ça va faire en masse la job pour tout ce que tu as besoin de faire ou presque. C'est un peu, ça va un peu dans ce sens-là. Ça fait vraiment du sens. Puis la beauté, justement, d'être un joueur un peu plus petit, c'est des fois que tu peux avoir de la bande passante puis un incentive à t'attaquer à des problèmes ou des cibles ou des audiences que les plus gros ont pas nécessairement... Soit pour eux, ça brille pas dans leurs yeux ou c'est comme pas une bonne opportunité ou genre, ils ont pas le temps, tu sais. Fait que nous, c'est une dynamique, un levier sur lequel on a tiré beaucoup, tu sais, chez Snap, puis clairement, il y a beaucoup de ça dans votre réponse. C'est intéressant. On allait parler d'Intercom, je suis curieux, c'était quoi ton... Intercom, je peux te faire mon rant, là, mais grosso modo, excellent produit. Là, c'est vraiment cool ce qu'ils font, puis c'est un pilier de référence dans comment développer du bon produit, puis regarde, j'ai été un client satisfait pendant longtemps, mais à chaque fois que je voulais une nouvelle fonctionnalité ou essayer quelque chose dans Intercom, là, je t'ai présenté avec un autre produit au complet, tu sais. C'est là que je me suis rendu compte que, oui, c'est une suite de produits au final, puis j'ai comme vécu, je pense, cette transition-là, où est-ce qu'au début, c'était basically rien qu'un chat là, de customer support, puis après ça, c'est comme un genre de communication platform at large pour ton produit, ton marketing, plein d'affaires, tu sais. Puis moi, à chaque fois que je revivais comme une autre valeur de proposition avec un paquet d'autres features dans l'espèce de feature que je voulais utiliser, un autre pricing qui s'ajoutait mensuellement, puis là, je checkais notre bill annuel, puis j'étais devenu CEO par ce temps-là, fait qu'il fallait que je check un peu le cash que je dépensais. J'étais comme, Jesus Christ, ça coûte cher, tu sais, puis on a juste besoin de ça, puis ça. Fait que nous, on avait fait le move, on avait dit, fuck off, on déplogue Intercom, on prend Missive, puis on développe une toute petite intégration custom par-dessus Missive, parce que Missive, ils ont comme un API, puis tu peux faire des intégrations custom. Fait que, moi, c'est ça qu'on avait fait à l'époque, mais écoute, ça reste une compagnie que je respecte beaucoup. Là. J'envoie le livre Intercom on Jobs to be Done à peu près à 20 personnes par année. Là. Fait que, c'était ça mon mini-rant. Tu sais, élément différenciateur, là, on n'a pas vraiment parlé, là, puis ça va être mon 3e segment Cyber Impact, mais le pricing, la simplicité du pricing. Tu sais, tu as parlé d'HubSpot. La version semi-payante est genre 29,99. L'autre d'après est 500$. Comment est-ce que ça fait du sens?
Tu sais, nous autres, Ah, tu vas sur notre site, t'as combien de contacts, ça finit là. T'es unlimited seat, t'es unlimited envoi. C'est comme, bon, oui, t'as des différentes features, mais tu sais, c'est rien de critique à, oh, t'as un utilisateur de plus, ben c'est 29,99 de plus par mois. C'est comme, ouais. tu sais, cette simplicité-là, je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence entre d'autres services, justement, comme Mailchimp, où est-ce que tu vas être restreint, tu peux plus prendre ce volet-là parce que tu as atteint le maximum. Tu sais, je pense que la simplicité, comme je te disais, là, trop, c'est comme pas assez, là. Gardons ça simple pour que les gens, Mhm, ils mhm. puissent, tu sais, juste pas avoir à se dire, ah, ça me prendrait telle feature. Ah non, c'est 45 $ de plus par mois, là. Tu sais, Mhm, ça, on mhm. l'a Dans le pas. cas d'Intercom, c'était 450 US de plus par mois. Mais écoute, j'ai le goût, les boys, qu'on finisse avec une ouverture un petit peu sur l'AI. Fait que, tu sais, depuis qu'on s'est parlé la première fois, Antoine, il y a eu des progrès innocents là, dans les large language models, puis l'AI en général, c'est là depuis longtemps. Est-ce que ChatGPT, Google, Copilot, est-ce que ces outils-là ont joué dans ton day-to-day, Antoine? Puis après, je poserai la même question à Jeff. Oui, ChatGPT, depuis que c'est sorti que je l'utilise, je vais m'en servir pour drafter de la documentation. Des fois, je vais lui dire les points que je veux couvrir pour qu'il me donne une bonne base ou au moins OK, une structure. nice. Là. Je m'en suis servi pour faire des scripts, pour bâtir nos environnements de développement, simplifier des fois OK. du setup. Mais ça, je voulais des scripts PowerShell, puis j'ai jamais codé du PowerShell. ChatGPT m'a écrit mon script au complet avec les inputs que je lui donne. OK, nice. Puis je sais que je suis pas tout seul qu'on l'utilise. Il y a des programmeurs dans l'équipe qui sont moins portés à aller vers lui, là. Mais on est 2-3 au moins là, à l'utiliser fréquemment. Et on a aussi commencé à utiliser GitHub Copilot, que ça, aussitôt qu'il y a un nouveau programmeur, une fois passé son onboarding, là, histoire qu'il le fasse Ouais. lui-même puis que ce soit pas Copilot qui le fasse pour lui. Là. Il finit son onboarding, puis envoie ta licence de Copilot est active, puis ça change pas une vie. Je pense pas que... Ils en mettent beaucoup, puis peut-être que leur prochaine version, qui est encore une bêta, peut-être qu'elle va changer encore plus la vie. Mais ça reste que des fois, écrire du code qui pourrait serait juste du copier-coller, puis changer un mot à gauche, à droite. Somehow, Copilot est capable de tout savoir qu'est-ce que tu avais envie d'écrire, puis l'écrire à ta place. Là. C'est sûr que ça accélère beaucoup de grunt work. Là. Antoine, si tu avais à estimer, là, roughly, combien de pourcentage de productivité tu pognes comme programmeur grâce à un tool comme Copilot, non? En ce moment, vraiment pas tant que ça. Là. Je double pas ma productivité en ce moment. Fait qu'un 30%, Je un pense pas 50%? que... Ouais, peut-être autour de ça. Là. Puis encore là, ça va dépendre du travail. Ouais. Là. Oh, Si on travaille sur une feature avec laquelle Copilot n'a pas de données pour être capable de faire de la prédiction, ça va être plus difficile. Mais quand tu as beaucoup de justement de structures de data à monter, là ça peut accélérer énormément le travail. Là. Mais tu sais, encore, Copilot X va avoir une interface. Il y a certaines personnes qui l'ont aussi dans le Copilot normal, l'interface de chat, où tu es capable de lui demander ce que tu veux qu'il fasse avec ton code sélectionné en ce moment. La version de Copilot à laquelle on a accès le fait pas. Fait que là, il faut repasser par ChatGPT. Sauf que lui, à moins d'y passer tout ton code au complet, ben, il n'y a pas le même contexte. Donc, c'est OK. tant qu'on n'aura pas une version plus avancée de Copilot, il y a quand même des limitations. C'est le fun d'avoir un témoin. Que moi, je trouve du moins. Là. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres gens. J'en ai vu en masse des programmeurs là, sur LinkedIn qui disent que ça a énormément amélioré leur productivité. Là. Ça dépend de où tu pars. Ça peut dépendre. Ouais, c'est ça. C'est ça, peut-être. Jeff, ChatGPT, ça fait-tu partie de ton workflow ou t'as-tu gossé un petit peu avec ça? Any thoughts? Je vais pas te mentir parce que si je dis oui, j'utilise ChatGPT, c'est sûr que le monde va me dire que c'est pas vrai. Je l'utilise pas autant que je devrais, mais je commence à l'utiliser de plus en plus dans mes courriels d'outreach. Parce que moi, j'ai intéressant. l'affreux défaut d'écrire comme je parle. Fait que c'est mes courriels, ça ressemble à beaucoup à Hey, parce que. Non, c'est pas vrai, mais tu sais, c'est pas autant professionnel. Puis
pour vrai, je l'ai utilisé une couple de fois pour réécrire des courriels, puis on dirait qu'à cette heure, je suis capable de, quand j'écris un courriel, à avoir pogné cette tangente-là de Ouais, l'écrire dans intéressant. la forme que ChatGPT va leur faire. Puis j'essaye aussi, tu sais, mes outreach sont pas juste copy and paste tout le temps, puis je change juste le nom, c'est vraiment, tu sais, des fois plus personnalisé, fait que ça me permet de réécrire puis d'avoir une approche différente. Mais pour vrai, dans les dernières semaines, ça m'a vraiment fait réfléchir à plein de façons dont je contactais les clients ou des futurs clients. Fait que ça Nice. m'a vraiment aidé. Puis je l'utilise aussi pour tout ce qui est mes formules Excel. Quand Ah j'ai ouais, moi vraiment tout. un questionnement puis que je vais arrêter de gosser puis que Excel me flag une erreur, là, c'est souvent là je vais aller l'utiliser là-dedans là, puis ça va me Mm. sauver là, bien du temps. Mais je J'aime ça l'utilise les pas boys assez, parce ça que c'est clair. c'est simple et pratique comme conseil. Fait que je pense que c'est des bons petits takeaways. Écoutez, je pense que vous êtes à une période charnière de l'histoire de Cyber Impact. Puis le futur semble brillant. Je suis pas mal sûr que, mec, on se reparle dans 12 mois ou plus, mettons. Il va y avoir eu des beaux progrès puis des belles étapes de franchis. Je vous souhaite soleil d'en face, vent dans le dos. Puis je vous remercie d'être venu sur le pod et d'avoir pris du temps. Merci beaucoup pour le Ça temps que fait tu nous as plaisir donné. d'être venu. Très content d'avoir été On là. se recroise à Montréal, les boys. Bye bye. Bye.